Alors, la question est simple. Qui a bénéficié des gains de productivité des agriculteurs? C'est le débat aujourd'hui, ici, à la Porte de Versailles, à Paris, dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christian Pes. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président d'un groupe coopératif qui s'appelle Euralis, qui se trouve dans le sud-ouest de la France. C'est ça. Et puis, vous êtes aussi président de Montmagri. Montmagri, c'est quoi? C'est un think tank agricole formé par des coopératives agricoles au départ pour réfléchir à la régulation des prix mondiaux et à la sécurité alimentaire mondiale. D'accord. Face à vous, Jean-Marie Serroni, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage, on en parle souvent, vous êtes agroéconomiste et vous allez nous aider un peu à prendre du recul sur cette question. La question est simple, qui a bénéficié des gains de productivité des agriculteurs? Je me rappelle Stéphane Le Foll qui dit « Attention les agriculteurs, venez pas nous voir quand il y a une crise, parce que quelque part quand je regarde les chiffres depuis 20 ans, il y a eu des gains de productivité des agriculteurs. » Et ces gains de productivité ont été apparemment absorbés par certains, mais par qui? Ouais, par qui? La réponse la plus simple, c'est par les consommateurs. Ça, c'est très clair. Après, je vais vous donner un exemple. Moi, il y a 30 ans, un agriculteur du sud-ouest, de Chalosse, gavait 400 canards pendant 4 mois l'hiver et il tirait un revenu équivalent à celui qu'il tire aujourd'hui avec 20 000 canards par an. Donc voilà, c'est évident. Tout ça, le consommateur en a bénéficié. Après, il faut certainement être un peu plus complexe dans l'approche. Il y a aussi tous les fournisseurs de l'agriculture qui ont certainement vécu correctement, je pense aux fournisseurs de matériel. Je vois une magnifique... Le prix d'un tracteur a doublé en 20 ans. Le prix d'une charrue a doublé en 10 ans. Ça, c'est des chiffres d'écumants. Oui, mais c'est une réalité. Et puis comme le matériel, c'est le petit péché mignon des agriculteurs, malheureusement, et j'en suis un. Et vous êtes agriculteur. Et j'en suis un. Voilà, c'est vrai aussi que nous sommes dans un salon morose où les agriculteurs, nous sommes inquiets pour notre devenir, parce que les prix vont pas bien, parce que les perspectives sont pas bonnes. Mais aussi, dans le même temps, on a aussi à faire nos efforts pour maîtriser nos charges, et peut-être qu'on ne le fait pas toujours suffisamment, d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas un véritable ciseau? C'est-à-dire qu'effectivement, on a réaugmenté les charges et les prix baissent. Alors, les prix baissent. Tout de suite, les charges n'ont pas augmenté. Elles baissent un peu quand même, de par le carburant, de par le... Oui. Et puis si on prend le cours des céréales, c'est un problème pour les céréaliers. C'est pas un problème pour les producteurs de porc. Donc la réalité est toujours double. Mais tout dépend aussi à quelle échelle de temps on se place. Bon, c'est vrai que sur un assez long terme, les consommations intermédiaires, donc ce que les agriculteurs achètent, ont plutôt tendance à augmenter indépendamment des prix de vente. Et donc là, il y a quand même un problème de maîtrise quelque part. Et également sur les investissements, et notamment sur les 3-4 dernières années, les investissements en agriculture ont augmenté. Mais c'est pareil, sur la question des gains de productivité, pour moi, bien sûr, c'est les consommateurs qui en ont bénéficié. Pendant 30 ans, les prix agricoles sont restés stables en valeur courante. Ça veut dire qu'ils ont baissé en termes réels. Et donc, ça a bénéficié aux consommateurs. Ça provient, pour beaucoup, de l'augmentation considérable de la productivité du travail de l'agriculteur, rendu possible par la génétique, par la mécanisation. Mais les agriculteurs en ont aussi bénéficié. Parce que si on regarde sur longue période, sur les 30 ans, le revenu agricole par actif a doublé en termes réels. On a tendance à l'oublier, ça. Il a doublé, mais parce que le nombre d'agriculteurs a considérablement diminué pour un revenu de la ferme France, enfin une production, pardon, de la ferme France qui est restée stable, et donc un revenu global de la ferme de France qui a diminué. Mais comme le nombre d'agriculteurs diminuait plus vite, le résultat par agriculteur a augmenté. Et pour faire très schématique, le revenu, et j'insiste parce que les gens n'ont pas conscience, le revenu par agriculteur a baissé sur la période 80-90. La réforme de la PAC de 92 a été tout sauf la catastrophe annoncée. Et donc le revenu par agriculteur sur la période 90-2000 a augmenté régulièrement. Surtout à la fin de la décennie, non? Voilà. Sur la période 2000, 2005, 2006, il a baissé. Et contrairement
à la perception générale, sur 2007-2015, il a très sensiblement augmenté avec ce phénomène nouveau de variabilité. C'est-à-dire qu'à des moments, il est monté relativement... Il a assez fortement augmenté, puis il a très vite baissé, mais sur une tendance plutôt positive. Donc les agriculteurs n'ont pas tout perdu dans les gains de productivité. Hein. Christian Pess. Je veux rebondir sur ça. Le problème, c'est la volatilité des revenus et l'inadaptation de la fiscalité générale et de la fiscalité sociale. Parce que quand le revenu augmente, bon, les agriculteurs se font matraquer socialement et fiscalement, et donc ils ne perçoivent pas fondamentalement que leur revenu a très augmenté. Et en plus, parce qu'on n'aime pas payer d'impôts et tout, on fait quelques investissements pour ne pas en payer, qui augmentent notre point mort et qui font que quand les prix rebaissent, on est... Et la fiscalité est criminelle de ce point de vue-là. Voilà, tout à fait. Et là, il y a absolument besoin de faire bouger ça. Ça nous permet quand même de dire qu'aujourd'hui, le vrai mal, c'est la volatilité des prix. Hein, l'Europe s'est organisée, a organisé sa politique agricole pour laisser le plus de liberté possible au marché, pour le corriger le moins possible quelque part. Bon, moi, je fais partie de ceux qui prétendent que ça ne marche pas pour les prix agricoles et que ça peut être extrêmement destructeur de valeur. Et là, malheureusement, aujourd'hui, on en a la démonstration, tout chantier agricole confondu, parce que ce qu'on vit là cette année, c'est que c'est tous les chantiers qui vont mal. Voilà. Et ce qu'il faut, je voudrais insister en complément, là pas du tout sur le plan sur lequel est Christian, mais ce qu'il faut avoir conscience aussi, c'est que ces gains de productivité dont nous avons bénéficié en tant que consommateurs, tous, dans le panier de la ménagère, enfin dans le prix, ça a été rendu possible par le progrès au sens large du terme, le progrès technique et technologique, dont une part est remis en cause aujourd'hui et défié aujourd'hui. La génétique, donc qui est quand même où on a encore de gros progrès devant nous. Enfin, je vais pas vous donner, hein, la génétique, la mécanisation avec les questions d'énergie qui se posent derrière. Et le recours aux intrants chimiques, donc avec les aspects de modération et d'évolution technique qu'il faut faire aujourd'hui. Alors ça tombe bien, vous avez parlé de mécanisation. On a un sujet qu'on a tourné, un micro-trottoir dans les allées. On a demandé à 2 agriculteurs leur avis sur l'augmentation ou pas de la mécanisation et l'endettement. Image. Bah oui, ça fait depuis 10 ans le matériel a pris plus de 20% et... ça n'arrête pas d'augmenter et puis nous on vend nos produits de moins en moins cher. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Alors vous me demandez s'il y a trop d'endettement chez les agriculteurs. Dernièrement, hein, c'est ça? Eh bien sûr que oui. Hein. La personne qui a investi massivement depuis 4-5 ans, difficile dans la conjoncture actuelle de se relever. Hein. Christian Pess, l'endettement. Oui, mais je crois que c'est très très important. Il faut avoir en tête quand même, je reviens à ma politique agricole, qu'on nous a seriné l'esprit en nous disant il y a 7,5 milliards d'habitants à nourrir, la consommation augmente, donc l'avenir est tout rose, investissez. Regardez ce qui se passe sur le lait actuellement. Beaucoup de gens ont investi, sauf que la crise qui arrive maintenant les prend et les percute de plein fouet. Voilà. Et donc, si on n'a pas des systèmes correctifs de ces sursauts de l'économie, c'est la déroute. Et ces sursauts, ils font partie des prix agricoles. Et donc, effectivement, l'investissement, il faut faire de l'investissement. Parce que si on n'investit pas, on ne crée pas de valeur demain. Hein. C'est évident. Mais c'est l'adéquation entre nos marchés et les investissements. Les agriculteurs, nous investissons sur la durée. Nous investissons parfois sur trop longtemps. Les amortissements, pour beaucoup de chantiers, sont souvent sur plus de 10 ans pour amortir un bâtiment de volaille, des choses comme ça. Donc c'est effectivement quelque chose de très important. Je rebondis sur ce que dit Christian, de l'investissement qui crée de la valeur. Est-ce que tout le machinisme, est-ce que tous les milliers d'euros investis sur une exploitation en machinisme créent de la valeur? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Alors, vous avez fait une étude, je crois, il y a quelques années, où vous montrez que les exploitations laitières qui déposaient le bilan ou qui étaient en difficulté, c'était pas celles qui avaient beaucoup de quotas ou celles qui avaient peu de quotas. C'était celles qui n'arrivaient pas à saturer leurs investissements. Et pourtant, tout pousse au crime.
tout le monde pousse à investir. Oui, te pousse à investir, mais sur l'élément clé, c'est de saturer les facteurs de production. Et notamment la productivité, enfin la production, pardon, par travailleur, par heure de travail, la productivité du travail. Et en lait et en grain, quelque part, pour des raisons historiques, pour des raisons géographiques, on a une productivité à l'hectare, à la vache, très très bonne, de par notre climat et notre savoir-faire et notre génétique. Par contre, on a une productivité à l'heure de travail qui est à peu près la moitié de nos principaux concurrents. On fait 200 000 litres par unité de travail en lait. En Europe du Nord, on est à 400, voire à 500 en moyenne. Et en grain, j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais c'est exactement pareil. Alors sur Twitter, là circule un graphique venant d'Arvalis qui montre que par rapport aux concurrents exportateurs de blé, quand on pense aux États-Unis, à l'Australie, à l'Argentine, on est bon sur certains critères. Par exemple le rendement, mais on est très mauvais sur les charges de matériel. C'est là où on plombe totalement la capacité aujourd'hui à être compétitif. Oui, on a des gains à aller chercher, on l'a dit, je crois qu'on est d'accord tous les deux sur ça, clairement. Ensuite, on l'a dit, on est bon sur les rendements. Moi, je mets juste une petite alarme là, parce que en blé, par exemple, on plafonne, oui. Et surtout... d'autres se sont mis à accentuer leur effort de recherche en blé avec des technologies qu'il faudra accepter en Europe. Parce que la géographie ou l'économie du blé mondial peut se trouver bousculée si tout d'un coup, les gens qui sont en blé extensif, nos amis américains, australiens, etc., se retrouvent dans 5 ou 6 ans, quand les générations de blé hybride vont sortir, avec 10, 15 quintaux de plus. Et là, il faut qu'on soit extrêmement prudent. Ce qui veut dire, et je reviens à ce qu'on s'est dit, que l'acceptation des technologies, c'est un vrai sujet pour la compétitivité actuelle, mais future, de l'agriculture française. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de mécanismes pour essayer de lisser. Vous avez dit une année, c'est l'agriculture qui est comme ça, on peut faire de bons rendements. L'année suivante, on fait des mauvais rendements. Et on est taxé beaucoup l'année où on en fait. Et par contre, l'année où on n'en fait pas, on est pénalisé. C'est logique. C'est Bercy qui ne veut pas faire évoluer le système. Ça, j'étais étonné. Parce qu'un producteur agricole, responsable professionnel, il y a quelques années, a été voir Bercy en disant il faut lisser. Et Bercy a dit non, on ne veut pas lisser. On n'a pas envie. Pour nous, c'est une perte de revenus et ça va faire une année blanche. Je pensais que c'était le syndicalisme, mais il y a aussi le ministère des Finances. Oui, je crois, je confirme. Dans tous les débats qu'on a pu avoir, on sent bien que Bercy n'aime pas ça. Alors bon, est-ce qu'une année, il y aurait un choc ? Pour moi, sur la durée, ça doit s'équilibrer, l'affaire. Il n'y aura pas les excès de fiscalisation d'une année, mais il y aura une fiscalisation moyenne qui doit rééquilibrer l'histoire. Mais c'est vrai que l'année où on démarre le système, il y a quelque chose, il y a un manque à gagner pour Bercy. Et comme effectivement le budget est ouais, mais au final, c'est 40 000 exploitations qui risquent de passer l'arme à gauche. Ceci dit, les 40 000 exploitations qui sont en difficulté, en principe, de manière un peu primaire, si elles sont en difficulté, elles ne payent pas d'impôts. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'elles c'est pas celle-là. Les plus mais sur la question du lissage, après, de manière juste un petit peu technique, personnellement, je pense qu'il ne faut pas lisser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des moyennes. Par contre, il faut donner aux... Parce que là, ça peut piéger. Les outils. Si j'ai une très bonne année et que je fais une moyenne et que l'année suivante est catastrophique, là, je suis étranglé. Par contre, il faut donner la possibilité de pouvoir librement provisionner et reprendre ces provisions, en l'encadrant, bien sûr. Mais ce qu'il y a d'important, c'est librement. Parce qu'il y a un début de système qui existe, mais c'est le préfet qui décide si on peut l'appliquer ou non. C'est une hérésie totale. Et comme les agriculteurs sont très bien conseillés, une des peurs de Bercy, c'est que des mécanismes nouveaux conduisent à une certaine évasion. Donc il faut un système qui garantisse qu'il n'y ait pas d'évasion, qui soit dans une pure logique économique. Christian Pess, il nous reste juste 2 minutes. Vous êtes président de Montmagri. Alors Montmagri, on l'a dit, c'est un think tank. Et vous lancez demain ou après-demain, je ne sais plus, dans quelques jours, une agence de notation sur la solvabilité alimentaire, comme il existe des agences de notation sur la solvabilité bancaire, économique. Vous pensez qu'il est important aujourd'hui qu'un État soit capable d'assurer la souveraineté alimentaire ? Oui, c'est un vrai sujet de fond. L'alimentation de la planète, c'est vital, mais c'est une évidence. Mais malheureusement...
Malheureusement, ça n'est pas tant que ça, évident, puisqu'on sait très bien que beaucoup de crises, et les crises qu'on vit actuellement, sont nées de la malnutrition, pour ne pas dire de la famine, et qu'on ne prend pas les solutions structurelles pour résoudre ces problèmes. Donc, ça n'existait pas. Alors, Montmagri a été créé sur ces réflexions-là, et aujourd'hui, on va aller un coup plus loin en disant, bon, on crée quelque chose qui n'existe pas, une agence de notation, on a des outils, on a mis au point des indicateurs pour aider les États à évaluer la pertinence de leur politique agricole par rapport à leur sécurité alimentaire. Alors on a une batterie d'indicateurs qu'on va créer, mais on se dit tout simplement que il faut d'abord mesurer, expertiser, mesurer pour prendre les bonnes décisions. Et aujourd'hui, assez paradoxalement, il n'y avait pas d'outils pour faire ça. Donc Montmagri, effectivement, lance son agence. Ça veut dire que vous allez mettre des triple A, des triple food, Exactement. des triple... Exactement, c'est ça ? exactement, c'est ça. Et la France, on est comment ? Mais aujourd'hui, on est bien. On est sur puisque la France fait partie des premiers pays qu'on a expertisés, on est plutôt dans le triple A. Et on est plutôt en train de descendre ou de monter, ou vous n'avez pas le recul ? On n'a pas le recul pour le dire. Là, on a fait une photographie. Voilà, je ne veux pas m'avancer plus parce que je dirais peut-être une bêtise après. Donc à suivre chaque année. Jean-Marie Serroni, merci beaucoup. Merci. Christian Pes, Merci. merci beaucoup. Merci à vous.